Bonjour à tous et à toutes. Merci d'assister à cette table ronde dont le thème est « Chercheurs et défenseurs de l'environnement, ou s'exprimer en confiance pour un débat apaisé ». C'est loin d'être une évidence, comme on vient de le voir avec David Chavalarias, qui nous montre à quel point la parole des scientifiques, des sachants, a du mal à trouver un écho supérieur à celle des complotistes sur des réseaux sociaux comme X. Le rapport du GIEC pointe pourtant l'importance du rôle des médias dans la prise de conscience des enjeux climatiques pour les citoyens. Il est donc indispensable que les scientifiques y prennent la parole pour partager leurs connaissances. Or, le sujet reste clivant et peut provoquer des réactions d'incompréhension, d'hostilité, voire d'agressivité. Donc, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Nous garderons un temps d'échange à la fin de la table ronde pour les questions. Donc, Valérie Masson-Delmotte, vous êtes très investie dans le partage des connaissances sur le dérèglement climatique. Vous êtes infatigable dans cette tâche. Et est-ce que vous êtes confrontée personnellement à cette hostilité en tant que passeuse de science? Et je rappelle que vous étiez aussi, jusqu'à il y a récemment, coprésidente du GIEC, qui s'en prend aussi plein la figure sur les réseaux sociaux parfois. Donc voilà, quelle est votre expérience à ce propos? Alors en fait, ce que l'on voit là, c'est la réussite des tentatives de semer le doute dans la société, puisque finalement, l'objet du débat est mon ressenti par rapport à l'agressivité qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et pas l'état actuel du climat, avec un réchauffement qui s'amplifie, des émissions de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter, des enjeux considérables avant la COP28. Et on voit donc là l'importance de toutes les manœuvres qui visent à semer le doute. Donc celles-ci ne sont pas nouvelles. Moi, je les ai vécues à partir du moment où j'ai commencé en gros à m'exprimer publiquement, dès les années 1990. Et vous vous souvenez, en France, de personnalités, y compris présentes à l'Académie des sciences, qui ont eux-mêmes fait le choix de semer le doute sur l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique, qui était déjà solidement établi depuis les années 90. Ce qui était attendu se réalise, avec parfois même des changements plus intenses. Par exemple, l'augmentation des canicules en Europe est plus intense que telle qu'elle est observée que dans les projections climatiques. Donc, on a vu en fait, moi j'ai vu en fait cette machine de doute, notamment dans les pays anglo-saxons, très forte, très liée aux intérêts des énergies fossiles. Après, ce que j'ai vu également, c'est bien sûr, à mesure que l'action pour le climat monte en puissance, chaque fois, par exemple en France, qu'il y a un cadre réglementaire qui évolue ou un cadre européen qui évolue, ça suscite aussi une contre-réaction. Et ce que ça illustre, à mon sens, c'est vraiment des rapports de force. Et puis, depuis quelques années, notamment sur l'évolution de Twitter vers X, repris par Elon Musk, et après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, là, c'est aussi une forme de propagande nouvelle qui était présente en lien avec la alt-right américaine sur les réseaux plutôt aux États-Unis avant, qui s'est manifestée aussi, je pense, au moment du Brexit, avec des méthodes un peu similaires, et qui s'est manifestée donc, notamment par rapport à des contre-réactions en meute, je dirais, par rapport à toute expression publique de scientifiques du climat. Il n'y a pas la possibilité de faire un tweet sans qu'il y ait des gens, des individus successifs, qui, en dessous, relaient de la désinformation de manière agressive, je dirais. Et du coup, ça pose la question, qui est le thème du débat, de comment trouver un espace pour partager des éléments factuels, solides, rigoureusement établis, de sorte à éclairer le débat démocratique. Et je pense que cette activité, notamment sur les réseaux sociaux, elle vise à affaiblir le débat démocratique sur la base d'éléments factuels reconnus, solidement établis. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu un consensus aussi grand sur la question climatique, et pourtant on voit que ça continue. Ouais, et la désinformation en Europe, elle change aussi de forme, parce que c'est plus tenable de nier la réalité d'un climat qui change. C'est absolument pas tenable de nier le rôle de l'influence humaine sur l'accumulation de chaleur dans le changement climatique, son lien avec des événements extrêmes. C'est plus tenable de dire que les outils de projection ne sont pas fiables. On a 30 ans de recul par rapport aux faits scientifiques établis. Et donc, cette volonté de saper le débat démocratique, elle évolue
Alors vous avez donné l'exemple, hein, David, tu as donné l'exemple suite à des événements extrêmes, c'est toujours là pour arriver à... Le but, je pense, c'est d'atténuer la compréhension des risques graves associés à des extrêmes chauds plus fréquents, plus intenses, des sécheresses plus fréquentes, plus intenses, ou des pluies extrêmes, et puis leurs dommages. Donc ça vise à saper le ressenti, en fait, l'expérience vécue des gens, en les mettant dans des bulles. Mais encore plus frappant, c'est une désinformation, mais massive, dans beaucoup de pays européens notamment, sur chaque levier d'action qui permet de décarboner. Et qui vise à construire des approches totalement clivantes. On va être pour ou contre chaque levier d'action. Je ne sais pas, on peut donner l'exemple du nucléaire, mon employeur LCEA, enfin voilà, c'est quelque chose qui est frappant, la désinformation sur ce sujet-là, mais aussi par exemple sur les batteries des voitures électriques ou leur empreinte en cycle de vie. Et actuellement au Royaume-Uni, il y a d'ailleurs eu un rapport sur les médias récents qui montrait la désinformation sur les pompes à chaleur et leurs performances, par exemple, au Royaume-Uni. Et à chaque fois, je me dis, à qui profite cette désinformation? À qui est-ce que cela profite? À mon avis, c'est quand même assez simple à lire, à ceux qui ont tout intérêt à ce que rien ne change et qu'on garde, par exemple, des chauffages à gaz ou des voitures thermiques qui impliquent une consommation de pétrole, qui est d'ailleurs importée, et donc d'où l'importance de comprendre aussi les influences extérieures qui sont associées, notamment à des intérêts dans le secteur fossile. Philippe Grandcola, votre sujet, c'est la biodiversité. Est-ce que vous constatez aussi la montée du dénialisme sur vos sujets? Alors oui, à ma modeste échelle, mais également tout simplement, malheureusement, parce que quelque part, de manière plus modeste, parce que quelque part, la biodiversité n'est pas encore en position finalement de subir de plein fouet un retour de déni, puisqu'il y a un déni constitutif quelque part dans nos sociétés, avec nos représentations culturelles occidentales, dans lequel la biodiversité, c'est quelque chose de lointain. On n'y s'y est pas intégré. La nature, on y revient, mais on n'est pas dedans. Donc finalement, il y a des champs thématiques dans la société moderne, comme l'agriculture, la médecine, qui ne sont pas considérés comme des champs d'application du concept de diversité du vivant, de biodiversité. Autrement dit, quand on parle d'agriculture, quand on parle de tel ou tel intrant, d'un pesticide, etc., on ne le considère pas comme faisant partie d'une thématique qui relève de la crise de la biodiversité. Et puis de la même manière, le lien entre biodiversité et climat, autant il est évoqué par les climatologues, les écologues, autant, évidemment, il est extrêmement important. On vit sur une même planète dans laquelle tous ces éléments cohabitent et interagissent. Les gaz à effet de serre, la photosynthèse, l'activité biologique de tout un tas d'organismes. Pour autant, en fait, ces éléments ne sont pas forcément intégrés dans nos représentations culturelles. Donc là, quelque part, le déni a de beaux jours encore, puisqu'il est constitutif quelque part de nos représentations culturelles. Donc là, c'est plutôt en fait les points de vue scientifiques qui essayent de faire émerger ces questions de crise de la biodiversité, ces questions de pollution par les intrants, ces questions par exemple, dans des débats actuels qui ont une assez grande importance politique, par exemple, typiquement récemment, la réautorisation du glyphosate à l'échelle européenne pour les 10 ans à venir. Sur des débats comme ceux-là, on voit en fait qu'on est très en retrait finalement d'une position de déni, puisqu'on est dans un déni constitutif, et il n'y a pas une résurgence de déni. Pour le moment, le déni, c'est presque, on va dire, la voie majeure de beaucoup de formes d'expression. Et il y a un autre problème également, en fait, moi qui me semble aussi favoriser quelque part cette situation encore d'incompréhension de ce que c'est réellement la diversité du vivant, avec le microbiome humain, nos environnements agricoles, et pas seulement des environnements lointains dont on entend parler en déclin comme l'Amazonie ou les grands mammifères africains. C'est également quelque part la manière dont il est évoqué dans la société, avec très souvent un manque de cohérence avec des avis successifs. On le voit, pour reprendre à nouveau l'exemple du glyphosate, on le voit à nouveau avec des agences réglementaires qui n'étudient pas réellement la littérature scientifique, des organes institutionnels qui, eux, prennent en compte la littérature scientifique, des évaluations de plateformes internationales qui prennent évidemment par définition en compte la littérature scientifique, et puis des avis gouvernementaux qui naviguent au gré, selon les pays, au gré des intérêts et des négociations en cours. Donc évidemment, pour le citoyen, c'est un discours qui est assez peu cohérent et finalement qui est un excellent terreau pour finalement la poursuite de ce déni et puis une relative incompréhension du sujet. Ça l'alimente, quoi, en fait. Lou, est-ce que tu as remarqué que dans les médias généralistes, il y avait encore des formes de climato-scepticisme
malgré le consensus dont on vient de parler? Alors, il y a beaucoup de formes de climato-scepticisme différentes, en fait. Alors, il y a le plus surprenant et le plus visible. Celui qu'on croyait disparu, c'est les climato-sceptiques type Claude Allègre, qu'on voit ressurgir dans les colonnes de journaux très conservateurs comme Le Figaro ou d'autres. Ça, je veux dire, en tant que consommateur d'informations, je ne me serais pas du tout attendu à revoir des trucs genre « il n'y a pas de changement climatique ». Il n'y a pas de changement climatique, ça c'est vraiment un truc qu'on pensait plus jamais entendre dans le débat public, en tout cas le débat public organisé par des journalistes. Maintenant, il y a toute une palette de climato-scepticisme plus ou moins light. Il y en a qui disent effectivement, donc, qui minimisent le rôle humain, voire qui le nient. Et il y a aussi toutes les formes de technosolutionnisme, de greenwashing, qui est une forme de climato-scepticisme. C'est Laurence Tubiana, architecte de l'accord de Paris, qui disait que le greenwashing, c'est le nouveau déni climatique. Parce qu'en fait, c'est un récit alternatif, c'est une réalité parallèle, un discours qui est porté par notamment une grande partie de l'industrie et qui vise à faire croire qu'on va s'en sortir avec quelques ajustements techniques en repeignant tout en vert et qu'en fait, on n'aurait pas besoin de réinterroger fondamentalement nos modes de vie, tout simplement. Or, c'est absolument faux. Et quand on connaît les données scientifiques, quand on connaît l'état de l'urgence climatique, on se rend bien compte que c'est un discours qui est complètement hors de proportion avec ce qu'il faudrait vraiment faire. Et ça, c'est un discours qui est beaucoup plus pernicieux parce qu'il joue sur des tendances, des choses qu'on a. Voilà, on est tous portés par la technologie, on a tous des smartphones, on lui fait une confiance démesurée en l'occurrence. Et oui, il faudra de la technologie, mais en fait, si on oublie la sobriété, qui est peut-être le cœur de ce qu'il faudrait faire, en fait, on oublie une partie colossale du problème. Et là, les journalistes ont un rôle fondamental là-dedans. Et là, on trouve énormément d'articles qui vont accorder trop d'importance à ce discours-là. Donc en fait, il y a un problème fondamental qui est que les journalistes, alors je vais généraliser, mais une grande partie de la profession n'est pas encore assez formée à ces enjeux-là, ne comprend pas bien quels sont les enjeux, quels sont les ordres de grandeur, quelles sont les échelles de temps. Et c'est pour cette raison-là, notamment, que ces discours-là passent encore à travers leur plume. Et non, mais j'ajoute, parce qu'on s'est connus dans ce cadre-là, avec mes collègues de Vert et d'Imagine 2050, on forme des journalistes, notamment ceux du Parisien et d'autres grands médias, oui. Justement pour que dans toutes les rubriques, tous les journalistes de toutes les spécialités aient un bagage minimum pour être capable de décrypter et de dénicher le greenwashing notamment, mais aussi d'autres formes d'escroquerie autour de l'information sur le climat, pour que la presse dans son ensemble, et je m'inclus là-dedans, fasse un meilleur travail et arrête de distiller du climato-scepticisme soft comme on en voit encore beaucoup. Alors voilà pour les journaux, la presse, la télévision. Et sur les réseaux sociaux, on a vu avec David Chavalarias que le tableau n'est pas très gai. Voire, est-ce qu'il y a encore, selon vous, des possibilités de s'exprimer et surtout d'être entendu sur des réseaux sociaux comme X, ou est-ce que c'est complètement mort? Et vous, d'ailleurs, vous avez appelé à quitter ce réseau, carrément? Oui, alors on peut toujours s'exprimer. Enfin, c'est bien et c'est toujours bien de s'exprimer sur toutes les plateformes. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut, à mon avis, concentrer son énergie sur le fait d'amener les utilisateurs à choisir leur réseau social qui correspond en fait avec une certaine éthique et qui n'est pas vissé et biaisé par l'algorithme et même la volonté même du patron du réseau social lui-même. Donc le X est vraiment un cas extrême, mais en fait, par exemple, le fait de favoriser les contenus négatifs, toxiques, ça on le trouve aussi sur Facebook, etc. etc. Donc, et ça c'est intégralement dans la conception même du réseau. C'est-à-dire l'algorithme qui recommande, je rappelle que dans les fils d'actualité des utilisateurs, qui est en fait leur principale porte d'entrée, ils ne voient que 20% de ce que produisent leur environnement social, donc les gens qui sont à s'abonnent. Et ces 20% sont choisis de manière très particulière. Et par exemple, sur X, dans ces 20%, il y a 50% de plus de contenu négatif que ce que produit effectivement leur environnement social. Donc il y a une prime au fait d'être clash, polémique, dénigrant, etc. Et donc dans un environnement pareil, si vous faites de l'information qui en général n'a pas aucune raison d'être clash polémique, vous êtes invisibilisé. Donc il faut arriver à choisir les réseaux qui n'ont pas ce genre de feature. De caractéristiques. Et il y en a, par exemple, il y a un réseau qui s'appelle Mastodon qui a à peu près les mêmes fonctionnalités que Twitter, qui n'a pas cette couche-là. Et en fait, cette couche-là, elle existe parce que derrière, c'est des réseaux commerciaux qui utilisent la publicité pour vendre, en fait. Donc, il faut sensibiliser les utilisateurs à choisir des réseaux sociaux où, de manière constitutive, la circulation d'informations n'est pas biaisée. C'est vraiment ça, c'est hyper important. Valérie, vous êtes encore sur... j'ai dit encore. Vous êtes sur Twitter et assez active sur Twitter? De moins en moins. De moins en moins, parce qu'en fait, ça pose des questions éthiques profondes. Et puis,
Mais au-delà de ça, en fait, moi, ce qui me semblait vraiment intéressant, c'est réfléchir dans ce contexte de désinformation qui foisonne, d'algorithmes qui sapent en fait l'accès à des sources fiables aussi. Ça montre encore plus l'importance du rôle des journalistes pour construire une information fiable, pour travailler sur des sources fiables. Et donc, parmi mes collègues scientifiques, il y en a beaucoup qui travaillent avec des journalistes. Je veux toujours donner l'exemple de ce qui a été fait sur France Télévisions, qui s'appelle Météo et Climat, pour aider, avec une rubrique régulière, les spectateurs à donner sens à l'expérience de la météorologie au quotidien. Et, on a des programmes scientifiques qui visent très rapidement à pouvoir donner sens à des événements extrêmes vécus. Je pense notamment au World Weather Attribution ou bien au Climameter de mon collègue Davide Faranda, qui très rapidement, donc dans le fil de l'actualité, va permettre de dire est-ce que c'est un événement banal ou rare, est-ce que c'est un événement avec une circulation atmosphérique qui a déjà eu lieu mais dont les caractéristiques sont amplifiées dans un climat qui change, en quoi on l'a rendu plus probable, plus intense parce qu'on a modifié le climat, dopé ces événements extrêmes. Et donc il y a ce rôle-là, je pense, des scientifiques pour aider à comprendre. Et moi, je suis profondément persuadée que le fait de comprendre, c'est émancipateur. Ça permet de donner sens et ça permet de dépasser le caractère émotionnel pour arriver à une approche plus rationnelle, qui est importante. Et puis, le rôle des journalistes, il est aussi important par rapport au débat politique. Pour moi, qui devrait avoir lieu sur la base d'éléments factuels, partagés, reconnus, biodiversité, climat, empreinte de différentes filières d'approvisionnement et tout le reste. Et on voit bien que là, il y a une réelle difficulté. Alors j'en parle parce qu'on va vers les élections européennes, et l'Europe joue un rôle important, notamment sur le cadre des politiques publiques liées à l'environnement, de beaucoup d'aspects. Et ce qui était très frappant en France en 2022, c'était l'incapacité, au moment d'une phase électorale importante, d'avoir des journalistes, notamment politiques, qui posent des questions solides et qui fassent un suivi des réponses de personnalités politiques candidates à des fonctions de responsabilité. C'est vraiment très frappant pour moi. Et on l'a vu aussi récemment, notamment en Argentine, où il y a eu une absence totale de thématiques liées à l'environnement dans les débats pour l'élection présidentielle, quasiment rien. Et donc le nouveau président de l'Argentine qui nie, c'est pas du scepticisme, c'est la négation de la situation liée au changement climatique et même de ses impacts, notamment avec des événements très chauds, très secs, qui ont complètement sapé les rendements agricoles de l'Argentine, qui est un secteur d'activité extrêmement important pour l'emploi, pour les exportations, pour le système alimentaire mondial. Là, c'est vraiment frappant. Ça relève presque de l'omerta. Donc, ma question suivante, elle est aussi liée au fonctionnement des médias. On a vu dans le passé le caractère extrêmement toxique du groupe de médias qui appartenait à Robert Murdoch. Vraiment frappant, en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, avec une vision idéologique qui donnait de la prominence à des polémistes, peu de place aux informations scientifiques, et on le voit aussi en France, avec tous les médias du groupe Bolloré notamment. Il suffit d'aller regarder CNews, voir à qui on donne la parole, ce que tu décrivais, David, donner la parole à des gens qui remettent complètement en cause les faits scientifiques, c'est généralisé. Et là, par contre, mes collègues scientifiques n'y vont pas, en fait, parce que c'est tellement biaisé comme chaîne d'information sur la capacité à porter une parole un peu rationnelle, que là, il y a un phénomène d'autocensure, où même s'il y a des invitations, mes collègues ne vont pas sur ce type de chaîne qui est très regardé. C'est votre cas, Philippe Je pense d'une manière générale, en fait, c'est vrai que le problème du débat sur la crise de l'environnement, enfin le problème de la transmission de connaissances, pas du débat, la transmission de connaissances sur l'environnement dans la société, c'est qu'elle se heurte à des intérêts que Valérie vient de décrire, très précis, qui essayent de retarder les échéances au maximum par des méthodes décrites par David Chavalarias, par exemple. Mais il y a aussi, derrière tout ça, beaucoup de frustration, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété dans la société, dans différentes parties de la société, qui sont nourries aussi très souvent par un manque d'équité sociale,
par d'autres problèmes. Hein, et je pense que c'est un des nœuds du problème. En fait, pourquoi il y a autant de personnes qui sont finalement sensibles à des tentatives d'influence de la part de dénialistes, de lobbies, etc. C'est aussi quelque part parce que ce qu'on leur décrit comme futur et le manque de cohérence dans les discours publics sur les solutions proposées, en fait, crée une anxiété et la réaction, quelquefois, bon, ce qu'on voit par exemple dans certains sondages qui donnent des pourcentages effarants de sceptiques ou de dénialistes, quelle que soit la manière dont on les appelle, en fait, ces pourcentages effarants, moi, pour ma part, je ne suis pas sociologue, mais je serais vraiment très intéressé de connaître des études sociologiques, il y en a qui ont été faites sur ces sujets-là, et qui probablement montreraient qu'il s'agit aussi souvent de réactions épidermiques, de personnes qui sont dans la peur, dans la frustration, dans l'anxiété, dans l'angoisse. Donc moi, je pense qu'aussi, il est dans la colère. Voilà. Il est très important, justement, d'arriver à susciter un intérêt, une attractivité, une compréhension, une bienveillance dans la société, hein, sur des mots qui peuvent paraître peut-être désuets ou naïfs, mais je pense qu'ils sont vraiment importants de manière que ces questions-là soient traitées de manière positive et de manière agréable. Il n'y a pas les solutions qui sont proposées en termes de sobriété, en termes de changement transformateur dans la société, sont des solutions qui peuvent être agréables au quotidien, très agréables, voire même beaucoup plus agréables que les situations que l'on vit actuellement. Il faut le rappeler, je pense qu'on n'en parle pas assez. Alors, ce n'est pas un appel naïf à un journalisme de solution, hein, qui serait, comment dire, la nouvelle facilité pour régler le problème. Mais voilà, je pense qu'il faut se rappeler, avoir quelquefois un sursaut de conscience sur arriver à rendre notre exposé de la situation et des trajectoires possibles plus agréables et plus favorables. Oui, Lou, tu voulais intervenir sur notamment le journalisme de solution et ce qui est possible de faire. Oui, alors il y a une phrase qui est tirée du dernier rapport du GIEC, que je me suis tatoué ici, non c'est pas vrai, qui dit « Les médias cadrent et transmettent les informations sur le changement climatique. Ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa capacité d'agir, ou sa volonté d'agir. » Je crois que c'est ça. Pas encore tout à fait, l'encre n'est pas très sèche. Ce que ça veut dire, c'est que en gros, il y a les réseaux sociaux, on comprend mieux comment c'est façonné, mais les médias, en gros, c'est eux qui impriment sur la rétine des gens des imaginaires, des compréhensions, et donc qui donnent ou pas envie d'agir. Et le problème, c'est qu'on a encore une grande partie de notre milieu qui va caricaturer certaines positions, qui va faire passer des scientifiques ou des journalistes qui travaillent sur l'environnement pour des militants. Alors déjà, le mot militant, on pourrait juger que c'est pas une insulte, mais dit comme ça pour un scientifique ou un journaliste salé. Moi, j'ai déjà été présenté plusieurs fois comme un militant, alors que vraiment, j'ai aucun passé militant, j'ai jamais été dans une organisation. Tout ce que j'ai écrit, c'est fondé sur ce que j'ai lu dans les rapports du GIEC et dans d'autres rapports scientifiques. Et cette parole-là, en fait, comme elle dissonne trop par rapport à un discours dominant, on essaie de la disqualifier et donc on tue le messager, qui est une manière très, très classique d'opérer. Le récit de l'écologie punitif, c'est aussi quelque chose qu'une partie du monde médiatique a laissé s'installer, alors qu'il n'y a rien de plus punitif que ce qui nous attend effectivement. Et ça, c'est déjà très bien décrit dans les rapports scientifiques. On le voit en France maintenant, aujourd'hui, on le voit depuis très longtemps à plein d'autres endroits du monde. Donc voilà, c'est absolument fondamental pour apaiser le débat, puisque c'est le thème de notre discussion, qu'une partie du monde médiatique arrive à apaiser la manière dont c'est organisé dans ces colonnes. Et sur le journalisme de solution, alors c'est pas le terme de solution est un peu galvaudé, mais c'est un vrai champ du journalisme qui n'est pas le journalisme des bonnes nouvelles un peu feel good, mais qui est un journalisme rigoureux qui met des capacités d'enquête, en gros tout le savoir-faire journalistique, pour soulever ce qui nous est présenté comme des solutions et voir si ça marche ou pas. Par exemple, est-ce qu'on peut dessaliner l'eau de mer à grande échelle? Est-ce que c'est une solution qui est pertinente? Eh ben, on va aller regarder ce qui se fait dans des usines en Israël. On regarde combien ça coûte, combien d'énergie il faut, on regarde si combien d'eau on peut traiter comme ça. Et après, le journaliste de solution est capable de dire eh ben, ça, c'est une solution potentielle qu'on pourrait développer en France ou pas pour répondre à nos problèmes de disponibilité en eau douce. Et donc, pour finir, c'est absolument fondamental et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se coupent de l'info. De dépasser l'information purement anxiogène, voilà, en gros on parle de climat quand ça crame ou quand il y a des marches pour le climat, mais il faudrait en parler tout le temps, il faudrait expliquer aux gens quels sont les débouchés à toutes les échelles, quels sont les leviers d'action à l'échelle individuelle, collective, mondiale, parce qu'il n'y a rien de plus terrifiant que de voir la catastrophe arriver et de ne pas savoir comment on peut agir. Et donc c'est aussi le rôle des médias de présenter des vraies bonnes solutions à leur public. Et il y en a, puisque vous êtes là et vous continuez à en parler, Valérie, des solutions. Tout n'est pas complètement noir, même si on sait qu'il y a une urgence folle.
Oui, alors en fait, on est avec une action pour le climat qui monte en puissance, mais trop lentement, et pas suffisamment transformatrice pour parvenir à limiter les risques. Donc on va devoir gérer ces risques nouveaux, supplémentaires, ce qui est un facteur de stress en fait, voire de stress post-traumatique pour ceux qui sont touchés de plein fouet. Ensuite, on a sur un potentiel technique pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, en gros avec 3 grands leviers d'action: s'appuyer sur la nature, jouer sur la demande, la maîtrise de la demande, efficacité et sobriété, qui n'est pas la restriction, qui est suffisamment pour vivre bien. En gros, c'est éviter tout ce qui est surconsommation. Et puis, la dernière chose, c'est l'innovation technologique. Puis après, sur les connaissances sur l'évolution future du climat, on peut l'intégrer à la prise de décision pour anticiper et porter une adaptation qui ne soit pas simplement réactive, c'est-à-dire on est touché par quelque chose, puis on s'ajuste au cas où la même chose revienne, mais on anticipe par rapport à des caractéristiques inédites, de nouveaux types d'événements, de caractéristiques physiques, pour faire en sorte que nos sociétés, notre organisation, nos villes, nos infrastructures soient résilientes. Ça, on voit monter en puissance. Par exemple, Paris a fait un test, Paris 50 degrés récemment. Il y avait eu il y a quelques années un test en cas d'inondation grave. Comment on se prépare? Et ça aide beaucoup, parce que ça crée complètement différemment de l'angoisse où on ne sait pas quoi faire. Ça crée une culture du risque où on se prépare, on sait comment réagir, on comprend son rôle individuel, collectivement, dans quel cadre ça s'inscrit. Donc cet aspect de préparation est très important. Et justement sur ces aspects-là, donc d'adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il ne faut pas le prendre en silo. En fait, c'est une vision d'ensemble, de choix de société, qui aura d'autres effets positifs: améliorer le confort thermique des logements, une alimentation plus saine, une activité physique plus quotidienne. C'est d'ailleurs très bon pour la santé mentale, pas mal d'autres aspects. Donc c'est l'intégrer dans une vision plus large. L'innovation technologique, c'est un potentiel de réindustrialisation, d'emploi, de nouveaux types de services. Donc c'est vraiment avoir cette vision d'ensemble qui est importante, la construire, la partager, mais chaque choix, eh bien, il peut présenter des effets indésirables. Donc tout ce qu'on met en place, ça peut être perçu comme juste ou au contraire exacerber des inégalités. Une adaptation, elle peut être réussie, équitable, efficace, et puis au contraire, elle peut protéger certains intérêts au détriment des autres. Et c'est là où en fait on va avoir de plus en plus des points de tension dans la société, et l'importance d'arriver à éclairer ces débats de sorte à comprendre, dans certains contextes, certaines options, ça peut être une solution, la solution choisie collectivement. Dans d'autres contextes, c'est une fausse bonne idée, et puis il faut la mettre de côté et avancer. Et l'exemple que tu donnais, par exemple, sur l'eau est vraiment intéressant. Notamment, par exemple, l'Académie des technologies a travaillé sur les solutions technologiques qui permettent de soutenir l'approvisionnement en eau, et à passer en revue les différents aspects technologiques qui ont des potentiels dans certains contextes particuliers, mais qui présentent aussi parfois des risques, notamment par exemple la réutilisation des eaux usées, les enjeux sanitaires, et qui concluent qu'une des priorités, ça doit être de maîtriser la demande. Et maîtriser la demande en eau, notamment en été, qui joue sur les écosystèmes aquatiques, et c'est bien beaucoup tiré par l'irrigation. Donc ça pose la question des modes en fait, de production agricole. Et ça, on ne peut pas le séparer des types d'alimentation que l'on a. C'est intimement lié. Et donc on voit qu'on est sur des enjeux complexes. Et chaque aspect peut être perçu comme clivant, peut susciter des réactions épidermiques. D'où l'importance du travail des journalistes pour arriver à aider en fait, à comprendre les enjeux, le potentiel, les limites, et puis les effets indésirables, et éclairer ce que peuvent permettre de faire des solutions qui seront déployées. Merci. Vous vouliez réagir, David? Oui, c'est juste pour insister sur le fait que c'est vraiment important que l'espace médiatique, les journalistes aussi, luttent contre la perversion du sens des mots et leur détournement. Justement parce qu'en fait, ce genre d'approche sera totalement inaccessible si en amont, quelqu'un dit, par exemple, ces journalistes-là, ils sont militants, etc. Parce qu'il y a une première démarche dont j'ai parlé qui vise à semer le doute et à inviter les gens, les citoyens à s'informer plus parce peut-être on leur ment, et l'autre démarche qui vise à justement détourner ce genre de concept et de dire, par exemple, un journaliste va être militant, donc vaut mieux pas sous-entendu, vaut mieux pas l'écouter. Ou, par exemple, j'ai parlé du concept de liberté qui a aussi été phare au centre de la campagne en Argentine et de toutes les extrêmes droites. C'est quand même assez incroyable qu'on arrive à mettre du flou sur le sens de ces mots jusqu'à ce qu'ils soient réappropriés
par donc des acteurs qui font ce genre de désinformation. Donc, et à mon avis, c'est vraiment aussi un point de vigilance, côté journalistique, de ne pas laisser passer une mauvaise utilisation de ce genre de sens de ces mots-là. Et que si quelqu'un se fait appeler de militant alors qu'il fait juste son travail de journaliste, de remettre les points sur les i, dire non, le militantisme c'est ça, et ça c'est du journalisme. Parce que sinon, en fait, on coupe l'accès aux propositions qui viennent après, et le citoyen lambda ne va même pas du tout les écouter. Il va pas aller voir d'autres sources d'information. Et un des buts, notamment par exemple du patron de Elon Musk, c'est de dire n'écoutez pas les médias, allez sur X, c'est là où vous avez l'information fiable. Ça, c'est très grave. Et un des buts aussi de parler de tout ça, c'est aussi de pousser les gens à passer à l'action et donc de convaincre des gens qui ne le sont pas encore. Et là, est-ce qu'il y a aussi des possibilités, des techniques, des modes narratifs qui permettent de passer à l'action, peut-être, Lou? Alors la première chose, c'est de dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Donc ça, je l'ai déjà un petit peu dit. Nous, on a lancé une série de posters pédagogiques sur tous les sujets liés à l'écologie, qui s'appelle Désordre de grandeur, qui est relu par des scientifiques pour qu'on soit sûr que ce soit absolument béton en termes scientifiques. Et en fait, on termine toujours ce poster par les gestes de premier secours. Et donc sur l'énergie, le CO2, l'alimentation et j'en passe. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors évidemment, le réflexe naturel des gens, ça va être qu'est-ce que je peux faire chez moi. Donc c'est clair que par exemple, commencer à faire du zéro déchet, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de gens vers éventuellement d'autres choses. Mais ce qu'il faut être capable de dire aussi, c'est que en gros, on n'y arrivera pas tout seul. Les solutions, elles sont jamais qu'individuelles. Et en fait, c'est aussi le rôle de la puissance publique et des entreprises de permettre aux gens de faire des choix plus sobres. Et ça, je crois que c'est un des messages un peu forts du dernier rapport du GIEC. En gros, c'est pas vous qui décidez s'il y a une piste cyclable en bas de chez vous ou s'il y a qu'une autoroute pour aller au travail le matin. Donc, c'est hyper important de, à la fois montrer les gestes individuels et collectifs qui ont du sens, de déculpabiliser les gens en leur expliquant que c'est pas eux qui ont tous les leviers à leur main et ils sont pas méchants s'ils n'ont pas un mode de vie absolument pur d'un point de vue écologique. Et donc il faut systématiquement politiser le sujet et ramener ça à la question collective. Ça peut être l'association de quartier, ça peut être sa copropriété, ça peut être son école, ça peut être sa ville, ça peut être choisir un président de la République ou une présidente de la République qui a un programme qui est en lien avec les recommandations scientifiques sur le changement climatique. Mais si on n'a pas l'information à la base, je veux dire... plein de gens vont essayer d'agir, ils vont commencer par des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, et finalement tous les messages finissent par s'équivaloir. Et donc c'est hyper important d'expliquer factuellement ce qu'on peut faire à toutes les échelles et de politiser ce sujet-là. Philippe, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, justement, oui, je pense qu'il y a une expérience, une expérience personnelle qui permet vraiment l'appropriation de ces questions. Alors autant on ressent, par exemple, dans sa chair, voilà, les effets d'un aléa climatique, autant on peut ressentir aussi les effets, par exemple, d'une pandémie, mais qu'on n'attribue pas forcément à la crise de la biodiversité, alors qu'on le sait, la conversion des habitats et l'augmentation voilà, des échanges augmente également l'émergence de maladies et l'irruption d'agents infectieux dans les sociétés humaines. Il manque effectivement cette appropriation facile et quotidienne que l'on peut avoir en matière de biodiversité, par exemple. Encore une fois, ce mot biodiversité, il évoque pour beaucoup des stéréotypes, des forêts tropicales lointaines qui vont diminuant, des grands animaux également tropicaux, charismatiques, alors qu'il y a des éléments de biodiversité, de diversité du vivant qui sont proches de nous, comme par exemple qui ont trait à notre alimentation ou à nos vêtements, qui, il faut le rappeler, sont aussi constitués d'éléments biodivers à l'origine. Et là encore, il manque effectivement cette incitation publique, par exemple sur l'alimentation circuit court local bio. Aujourd'hui, c'est une problématique sociétale extrêmement importante. Ça serait un moteur de transformation formidable, qui est par ailleurs extrêmement agréable à expérimenter. Encore faut-il que les producteurs soient subventionnés, encore faut-il qu'il y ait une possibilité pour chacun et chacune d'y adhérer. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de politique, on le sait, de subventions agricoles qui prennent en compte l'agroécologie ou la production circuit court local. Donc ça, c'est vraiment des enjeux de société qui doivent être remis en avant, qui ne sont pas du tout secondaires, comme on pourrait le penser, qui relèvent pour beaucoup d'une représentation un petit peu bobo, bourgeois, bohème, ou comment dire, anecdotique, alors qu'en réalité, c'est au centre, ce genre d'enjeu est au centre de nos sociétés, bon, comme bien d'autres enjeux, mais je tenais à le citer parce que celui-ci me semble bien constitutif des questions de biodiversité et d'environnement et de climat.
Valérie, puis après on va passer aux questions. Oui, en fait, je voulais dire 3 choses. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues fausses sur les enjeux climat, biodiversité. Donc parfois, le CNRS a travaillé pour faire des ouvrages en fait grand public, répondre aux idées reçues fausses climat, biodiversité, par exemple, avec un travail collectif qui mobilise de nombreux chercheurs. Les journalistes ont un rôle hyper important de fact-checking, justement prendre ce que vous voyez qui se répand rapidement et apporter une réponse rapide, en fait, sur le même tempo que l'approche un peu populiste, en fait, de cette désinformation-là, très important. Nous, on fait des choses un peu détaillées, donc il y a besoin de le rendre plus accessible, je dirais. Après, la deuxième chose, c'est les ordres de grandeur. Et ce qui me frappe toujours sur ce qui pèse le plus sur le climat, c'est que les gens se focalisent sur ce qui est visible. Alors, ce qui est visible, c'est par exemple le plastique, les déchets, et pas les émissions de CO2 liées aux gaz à effet de serre, liées aux énergies fossiles. Deuxième exemple, il y a une désinformation là en ce moment qui circule partout, qui m'est revenue par mes proches, ma famille, mes amis, qui est l'idée que ce qui pèse le plus dans le monde, c'est les bateaux de croisière, et pas l'ensemble des voitures et la proportion croissante de vente de SUV dans le secteur des transports, voilà, qui pèse le plus lourdement. Et ça, c'est important, je pense, d'arriver à le sentir et d'arriver à réagir rapidement, parce que c'est assez impressionnant de voir à quel point des personnes d'horizons différents m'ont mentionné la même chose récemment. Donc ça veut dire que ça circule très largement. Donc les ordres de grandeur. Et puis la troisième chose, c'est tout le travail des sciences humaines et sociales qui arrivent à analyser les discours et les valeurs. Par exemple, les discours qui justifient l'inaction climatique. Il n'y a pas que le greenwashing, il y en a d'autres. Les discours, par exemple, d'effondrement sont des discours d'inaction, de renoncement presque. Et par rapport à ces discours et ces valeurs, les spécialistes du comportement, ils identifient en gros 4 grandes valeurs liées au comportement, au choix individuel. Il y a des valeurs qui sont liées à l'égoïsme, donc transition juste, pas juste, perception d'équité. Il y a les valeurs d'hédonisme, mon plaisir. Alors là, la publicité, elle mise à fond là-dessus. Du coup, même les médias créent une dissonance terrible entre le discours consumériste de la publicité, qui joue sur ça, l'hédonisme, et puis les valeurs qui aident le plus à agir pour l'environnement, qui sont l'altruisme et le lien avec la nature. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de renverser cet aspect-là et de montrer en quoi, pour soi, on a un intérêt à agir pour l'environnement. Et donc là, c'est montrer justement sur ces leviers d'action ce que l'on peut collectivement, individuellement y gagner également, je pense. Navré, je vous coupe. On a envie de vous entendre encore pendant des heures, mais on a probablement quelques questions de la salle. N'hésitez pas. Voilà, j'en vois une juste là. Il y a un micro qui circule. Oui, bonjour. Moi, je suis un militant, j'ose le dire, depuis René Dumont. Donc, ça fait quelques années. Cela pour rappeler un problème que tous les médias oublient de mentionner dans la bonne pensance, c'est le problème de la démographie. C'est devenu un véritable tabou. Partout, je ne connais pas Vert, peut-être que dans Vert on en parle, mais dans les autres médias on n'en parle pas. La fresque du climat, par exemple, qui est généralisée partout, refuse d'en parler, mais c'est un problème totalement fondamental, mais c'est pas correct d'en causer. Alors il me semble que vous auriez vraiment besoin d'en parler, parce que quand on parle de zéro artificialisation nette, par exemple, on voit bien que... On peut dire que si on était resté comme du temps de René Dumont avec 3 milliards d'habitants, ou une quarantaine de millions en France, tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui n'existeraient pas. Les Restos du Cœur, les habitats de l'abbé Pierre, etc. Donc, si on ne voit pas une limitation, et pas seulement en France, bien entendu, mais en France, on doit d'abord arrêter d'avoir une politique nataliste, eh bien, on pourra voir d'une autre façon comment organiser, etc. Voilà, c'est dommage que ce soit devenu tabou aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un tabou? Lou, réponse courte, s'il te plaît, parce qu'on va essayer de prendre une deuxième question après. Merci. Très court, parce que justement, on essaie de répondre dans le temps des réseaux sociaux un peu. Oui, on en a parlé à Vert, et on en a parlé avec des éléments très simples. Aujourd'hui, les pays dans lesquels il y a la croissance démographique la plus forte sont des pays dans lesquels les individus émettent des dizaines à des centaines de fois moins de CO2 que dans les pays riches. Et si vous voulez un chiffre, bah oui, mais c'est des discours habituels parce qu'ils sont vrais factuellement. Un Américain émet
émet 200 fois plus de CO2 qu'un Nigérien, un habitant du Niger. Oui, mais en fait, si on dit qu'on est trop nombreux, mais qu'il y a une personne qui émet autant que 200 autres personnes... Présumé du fait que les Nigériens vont vouloir accéder et vont réussir à accéder au niveau de vie des Américains, c'est un pari qui est extrêmement risqué, il me semble. Et donc, et François Gémen l'a encore redit récemment dans une émission de télévision, c'est d'abord une crise de vie du mode de vie occidental qui est basée sur une surconsommation de ressources qui est le cœur du problème, avant de mettre ça sur des pays en développement qui ont des modes de vie qui sont, pour le coup, anecdotiques d'un point de vue climatique. Je ne sais pas si Valérie veut compléter. Non, oui. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que parmi les personnalités politiques qui nient le changement climatique, je fais référence au président de l'Argentine, il est très réservé sur le planning familial, l'accès à l'avortement, c'est assez frappant. Donc, sur ces sujets, moi, ce que je conseille, puisque chacun projette des valeurs, parfois des stéréotypes, notamment par rapport à l'évolution démographique dans différentes régions du monde, avec des enjeux de consommation par personne, d'équité, c'est d'inviter des démographes, dont c'est le travail. Il y en a au Muséum d'histoire naturelle, à l'Université d'Aix-Marseille notamment, dont le métier est de réfléchir aux outils de suivi de projection démographique, ses implications socio-économiques, et donc donner-leur de la parole dans les médias pour avoir l'avis de spécialistes de ce sujet, et avec cet enjeu de comment vivre bien avec les 2 milliards de personnes en plus dont on sait qu'elles vont être là dans les décennies qui viennent, c'est une certitude, et comment chacun peut jouer son rôle pour permettre de vivre décemment avec un climat qui change, des atteintes aux écosystèmes et des gens qu'il faut impérativement nourrir et assurer les droits humains. Merci beaucoup, pardon monsieur, mais on va devoir poursuivre. Vous pourrez poursuivre à la sortie de la salle. Merci à vous. Je vois une deuxième question vraiment très courte, s'il vous plaît, et on enchaîne après. Bonjour, je m'appelle Eva Morel, je représente l'association Quota Climat. On travaille sur plusieurs leviers d'action pour faire progresser la situation assez catastrophique que vous venez de dépeindre. Je me demandais si vous pouviez revenir sur les limites de l'autorégulation des médias sur ces sujets, parce qu'on a vu un certain nombre de chartes qui ont émergé ces derniers mois qui permettent d'aller de l'avant. Cependant, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand nombre de contenus médiatiques qui sont encore en non-conformité avec ces engagements. Et donc, est-ce que vous voyez une perspective dans la régulation formelle de la performance des médias sur les questions de traitement de ces sujets? Merci beaucoup. Qui veut répondre? Lou? Oui, alors c'est une question très intéressante. Parmi les chartes dont tu parles, il y a notamment la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, dont Vert, avec d'autres, est à l'origine, et qui est un texte qui, en 13 points, veut être une sorte de boussole pour que collectivement on améliore nos pratiques à l'heure de l'urgence écologique. Beaucoup de médias ont créé leur propre charte, des textes un peu similaires, plus ou moins ambitieux. Donc il y a un grand moment, en fait, on est dans un grand moment dans un moment médiatique, en fait, où toute une partie de la profession a pris conscience de ses limites et essaye de faire un meilleur travail. Maintenant, ça fait des années qu'il y a des tentatives qui échouent de créer un vrai conseil de déontologie, par exemple, dans la presse. Alors il y a le conseil de déontologie des journalistes et des médias qui essaye un peu de prendre cette place, mais qui est extrêmement dur à prendre aujourd'hui. En fait, c'est hyper dur de dire à des médias, parce qu'en plus on est un métier avec des gros égos, il faut que vous consacriez tant de temps d'antenne et tant d'espace dans vos journaux à ces contenus-là. Et en fait, ça contrevient aussi à un principe fondamental qui est celui de la liberté de la presse. Donc c'est très intéressant d'essayer de trouver des manières créatives de mettre plus de climat dans les médias, et vous faites un boulot formidable là-dessus que je nie pas du tout. Ça va être très compliqué, vous en plus, dans votre position d'outsider, de venir contraindre des grands médias très bien établis à en gros cocher des cases sur leur traitement de ces sujets-là, quoi. Puis il y a des limites, certes, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contenus liés à l'environnement dans les médias. Ça a été calculé pour certaines télévisions, par exemple. D'autres questions? Je pense qu'on va... Pardon, je suis vraiment navrée, je sais qu'elles sont nombreuses. Est-ce que peut-être on peut vous inviter à poursuivre les échanges à la sortie de la salle? On va avoir besoin de... déjà un grand merci à vous tous et à vous toutes.